Donc, M. Martineau, c'est un passionné de science et une des choses qui me porte à croire qu'on a fait un bon choix pour le conférencier et que la seule discussion qu'on a eue par rapport à si M. Martineau était intéressé ou non de participer avec nous ce soir, c'est pas le cachet. En fait, on n'en a presque pas parlé. C'est pas la formule. C'est de savoir si le contenu pouvait être partagé le plus largement possible afin d'être en mesure d'informer les gens sur la base de c'est quoi un virus, c'est quoi de la diversité, comment on en arrive à une épidémie. Puis ce désir-là de donner de l'information, ben, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc oui, la conférence de ce soir va être rendue publique. C'est pour ça que je demandais justement si on avait parti l'enregistrement. Quand le lien va être disponible, je vais le partager via le système d'infolette du site de l'AMQ et ben, on vous invitera tout simplement à le partager le plus possible sur les réseaux sociaux. Il sera bien sûr dans la section formation continue sur le site de l'AMQ, mais c'est une conférence qu'on va rendre publique et qu'on va essayer de partager avec la population en général. Donc, M. Martineau et moi, on s'est parlé au début de la pandémie et ni lui ni moi se rappellent pourquoi on s'était parlé à l'époque. Bref, il m'a vite apparu comme étant intéressé et intéressant. Et suivant sa suggestion, après notre discussion, j'ai écouté une conférence qu'il a donnée il y a quelques années au Cégep de Saint-Hyacinthe sur invitation de Mme Huguette Thibault, enseignante à la retraite du Cégep de Saint-Hyacinthe et ex-présidente de l'AMQ en 1989. Ça ne s'invente pas. Il y a aucune. C'est pas pour ça qu'on l'a invité. On a trouvé ça par hasard par la suite en discutant. Je ne sais pas si Mme Thibault est avec nous ce soir et m'avait demandé à avoir accès au lien. Si oui, merci de l'avoir invité puis de l'avoir invité à donner une conférence. Ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, on a du bon contenu puis qu'on peut l'inviter à notre tour. Mais bon, revenons à nos moutons, là. Donc, la conférence de ce soir va porter sur les nouveaux virus à ARN. Donc, comme je vous disais, on n'est pas trop contraint dans le temps. La conférence devrait durer environ 1 heure, puis on aura quelques minutes par la suite pour passer aux questions. Donc, là-dessus, je cède la parole à M. Martineau. On va lui céder aussi la possibilité de partager son écran. Alors, j'en profite d'abord pour remercier M. Lebeau, Jacob, de m'avoir invité puis de partager mon intérêt pour le petit monde des virus qu'on voit que de ce temps-ci, qui occupe pas mal de place sur la place publique. Donc, moi, j'ai travaillé sur les virus, pas à temps plein. Je me suis fait connaître pour la pathologie des belugas. Puis après ça, je suis allé faire un PhD aux États-Unis à Cornell sur un rétrovirus de poisson. Puis ça a été l'occasion, ce doctorat-là, de découvrir un nouveau groupe de virus qui s'appelle les epsilon rétrovirus. C'était les premiers rétrovirus trouvés chez les poissons. Puis inutile de vous dire que ça a développé beaucoup mon intérêt pour les virus que j'avais déjà à ce moment-là, de voir l'effet de ces petites bestioles-là, on peut dire, parce que c'est quand même à la limite du vivant et du mort. Donc, j'ai enseigné pendant 25 ans les nouvelles maladies à la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. J'ai fait de la recherche, j'ai continué la recherche sur les rétrovirus, sur les belugas. Comme disait Mme Thibault, du plus petit au plus gros. Donc, on va couvrir un petit peu l'histoire de la COVID, savoir ce qui s'est passé dans, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'en suis encore étourdi de voir le flux des événements avec ce nouveau virus-là. Ça n'arrête pas. C'est bon. Donc, on était pour faire l'historique de la COVID qui remplit l'actualité de ce temps-ci. Donc, je me suis dit, on va faire une petite chronologie. Alors, ça a commencé le 31 décembre 2019. Est-ce que vous voyez, c'est bon? Oui? Oui. OK. Donc, c'est rapporté en Chine pour la première fois une pneumonie là, de cause inconnue. Le bulletin de Chine est publié. On a une nouvelle pneumonie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Dans votre tête, gardez en arrière-plan ce qui s'est passé au Québec. On va y revenir. Mais là, ici, je parle déjà de l'Allemagne. J'étais très intéressé à voir la réaction allemande. Mon ex-conjointe était allemande et ma fille a une citoyenneté allemande. Alors, je suis très intéressé à ce qui s'est passé là-bas. J'ai visité la faculté de médecine vétérinaire de Munich il y a beaucoup d'années. J'avais été impressionné par l'efficacité allemande. Alors, ça m'intéressait de voir un petit peu le cheminement des Allemands et de comparer ça avec ce qui s'est passé au Québec. Pourquoi je vais comparer ça? C'est pour que la prochaine fois, on soit plus vite, que ça coûte moins de vie au Québec. Donc, en décembre 2019, on regarde déjà la Corée du Sud. Voyez-vous ma flèche quand je promène ma souris? Oui. OK, c'est parfait. Donc, en décembre, la Corée du Sud, Singapour, Hong Kong ont déjà les yeux fixés sur ce qui se passe en Chine. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà goûté avec SARS en 2003. Ils ont goûté aussi avec l'influenza. Ils ont les yeux ouverts sur ce qui se passe en Chine. L'Allemagne aussi fait pareil. Suite à quoi? Suite à SRAS. Okay? Eux, ils ont presque goûté, puis ils ont mis sur pied des façons de surveiller la Chine. Qu'est-ce qui frappe d'abord en Chine? C'est qu'évidemment, il y a des morts. C'est la première chose à regarder due à ce virus-là. Donc, on se demande qu'est-ce qui peut se passer dans le restant du monde quand ça arrive dans nos pays. La deuxième chose qu'il faut surveiller pour toute maladie, là, je parle à des gens avertis, je n'ai probablement pas besoin de vous dire ça, mais moi, c'est la première chose que j'avais regardée en janvier, en février. Est-ce qu'il y a de transmission de personne à personne ou si ça se passe tout le temps là, dans un marché, puis il faut que les gens aillent dans le marché? On appelle ça la transmission plus ou moins communautaire. Les deux choses à regarder avec une nouvelle maladie. On est rendu le 7 janvier. Président de Moderna, ça c'est vraiment passionnant de voir comment ces gens-là, l'industrie réagit face à une nouvelle maladie comparé à la réaction de nos gouvernements. 7 janvier, Ben Sell, le président de Moderna, il lit dans le Wall Street. Il est en vacances, il est en France, il lit son Wall Street Journal. Oups, nouvelle maladie en Chine. Ça attire son attention. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un gars du NIH, une relation d'affaires, parce que le NIH avait donné à Moderna le mandat de développer déjà des vaccins. Alors, il appelle, là, c'est en train de changer tout seul les diapos, là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre. En tout cas, on continue. C'est Barney Graham, peu importe le nom. C'est un employé haut placé du NIH. Puis, Ben Sol lui demande est-ce que tu peux me donner plus d'informations? Graham le rappelle. Il rappelle aussi une chercheure de Moderna, Hamilton Bennett. Est-ce que Moderna serait intéressé à développer un vaccin? Ça, c'est Graham. Ça, c'est Bennett. Ce n'est pas le genre de chercheur typique à qui on s'attend. Elle dit bien sûr, parce qu'on a déjà développé, on est en train de développer des vaccins pour vous autres, le NIH. Le monsieur du NIH, il dit des fois que cette maladie-là s'étendrait au monde entier, des fois, au moins, on saura quoi faire la prochaine fois, même si cette maladie-là ne s'étend pas au monde entier. Alors, évidemment, la chercheure de Moderna dit oui, avec les résultats suivants. C'est que là, la séquence est publiée par le gouvernement chinois le 11 puis le 12. Le téléphone original a eu lieu le 7. Qu'est-ce qui arrive le lundi? Tout le monde rentre au travail chez Moderna. On rentre la séquence sur l'ordinateur, puis on commence à mettre sur pied le vaccin. On est pas mal loin de la réaction de nos gouvernements. Donc, on rentre la séquence sur l'ordinateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la technologie de Moderna, puis incidemment de l'autre compagnie, Pfizer, en conjonction avec BioNTech, une compagnie allemande, on rentre la séquence sur l'ordinateur directement. On fait de la transcription in vitro, on met des enzymes, de la polymérase, on met des nucléotides, on purifie tout ça, on a de l'ARN, on mélange ça avec des lipides. Les lipides, en passant, ça venait de Vancouver. C'est une petite compagnie de Vancouver qui a mis au point les lipides. On brasse ça. Ça nous fait finalement de l'ARN avec une membrane de lipides. On filtre ça, on embouteille et hop. Ce que je voudrais attirer votre attention ici, c'est que comparé aux productions de vaccins traditionnels, on n'a pas besoin de cellules. On rentre ça presque
immédiatement sur un ordinateur. Moi, je n'en revenais pas quand j'ai lu cette technologie-là. Dans le temps de mon doctorat, à Saint-Hyacinthe, à la faculté, quand on isolait de l'ARN, quand on isole encore, de l'ARN, tu le regardes, puis ça disparaît. C'est mangé immédiatement par les ribonucléases. Alors, quand j'ai vu qu'on réussissait à encapsuler ça, à mettre ça dans des petites membranes, des petits ballons de lipides, puis qu'on va injecter ça, moi, j'en suis pas revenu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Fait qu'on sauve tout le trouble là, de faire de la culture de cellules sur lesquelles cultiver des virus avec tous les problèmes qu'une culture de cellules industrielles peut apporter et tout le temps requis. Quand ce n'est pas carrément des œufs, hein, le moyen encore plus traditionnel de faire des vaccins, c'était sur des œufs embryonnés. Alors, cette technologie-là, moi, m'a sidéré. Si je compare ça, donc c'est ce qu'on vient de voir un peu, l'ordinateur, on rentre la séquence, on produit de l'ARN, puis on met ça dans les petites bouteilles, comparé aux méthodes un peu plus modernes dans lesquelles on met l'ADN de l'agent qu'on veut produire, on met ça dans un plasmide, on met ça soit dans des cellules eucaryotes, soit dans des bactéries, on produit de la protéine, puis on purifie. Ici, vous vous rendez compte que c'est des protéines qui sont embouteillées. Ici, c'est de l'ARN. Alors, là, on saute l'étape de la purification de protéines. Pourquoi? Parce que c'est la cellule de la personne qu'on injecte qui devient la manufacture de protéines et c'est la cellule qui exprime ça au système immunitaire de la personne directement. Donc, même par rapport aux méthodes plus modernes, l'ARN est encore sidérant d'efficacité et de rapidité. On est rendu au 16 janvier. 16 janvier, en Allemagne, on a tous les protocoles, on a l'évaluation de risque, on a ce qu'on va faire, le plan, dépistage, traçage, les mesures d'hygiène, incluant dans les centres de soins de longue durée. Et ça, j'y tiens beaucoup. Mon père est allé en CHSLD pendant quelques mois et c'était triste à en pleurer avant la COVID. C'est une chose qui me tient beaucoup à cœur, qui m'a fait aussi accepter de le présenter ce soir à l'association. Donc, l'Allemagne est avancée dans les soins et ça ici, ce que ça inclut, les protocoles de tests RT-PCR. On a commandé les amorces, on est prêt à faire les tests. Rappelez-vous au Québec combien de temps que ça a pris faire les tests, RT-PCR, avant qu'on ait des amorces? C'était pas mal plus tard. Janvier 16 2020, on a développé les amorces. On est prêt à faire le RT-PCR pour les diagnostics en direct en Allemagne. En Allemagne, le directeur de la santé publique, c'est un vétérinaire, l'équivalent du docteur Arruda. Il est président, directeur de l'Institut de santé publique en Allemagne, l'Institut Robert Koch. Pourquoi? Parce que les vétérinaires, je ne parle pas de moi en particulier, moi je suis pathologiste, j'ai travaillé 2 ans dans les animaux de ferme, dans les années 70, la fin des années 70, on commençait à faire de la médecine préventive, de la médecine pour des groupes d'animaux. Les humains, moi je les vois comme des animaux évolués, mais c'est le même type de médecine. La preuve, c'est qu'en Allemagne, ça a marché. Tout de suite, on avait quelqu'un d'habitué à la médecine préventive. Médecine humaine, comme vous le savez tous, probablement, c'est la médecine pour l'individu. La médecine de groupe est moins développée. Donc, j'ai mis les documents, j'ai mis les références, ceux qui s'intéressent d'aller vérifier ça. Qu'est-ce qu'on a aussi à l'Institut Robert Koch? On a des virologistes, on a de l'expertise en virologie moléculaire. On sait c'est quoi interpréter une séquence. On sait ce qui s'est passé en Chine avec le SRAS en 2003. Le SRAS, le premier SRAS, je ne parle pas de la COVID-19. On est préparé. On a travaillé sur le Zika, on a travaillé sur Ebola, on a de l'expertise. On a des gens comme Christian Dorsten, qui est un virologue. 31 mars 2020, Dorsten, il fait des podcasts à tous les jours pour informer la population de ce qui se passe. Pas des oui-dire, c'est lui qui est sur le bench qui séquence le virus, qui produit le vaccin. Il a déjà produit un vaccin pour le premier SRAS.
il sait exactement de quoi il lui parle. La population allemande apprécie parce qu'on a l'information juste. Donc, information quotidienne par un vrai expert. Je crois personnellement, je suis convaincu que ça aide beaucoup à rejeter, à repousser les complots, les complotistes et toute la mauvaise information, la désinformation qui a envahi notre quotidien dans les médias sociaux. 25 janvier, premier cas au Canada, Toronto. On croit revivre le scénario du premier SRAS en 2003, quand on a eu les premiers patients à Toronto. 26 janvier 2026, l'OMS, toujours en retard de 2 semaines à peu près, déclare la pandémie. Ça fait longtemps qu'il aurait dû déclarer ça. J'ai les sources, j'ai les références pour ça. L'OMS n'est plus ce qu'elle était dans le temps de la polio dans les années 70. On a une autre organisation moins efficace, probablement à cause d'un manque de financement. Les Allemands n'écoutent pas l'OMS. Ils ont les yeux sur la Chine, braqués sur la Chine. Ils produisent leurs tests. Premier cas le 27 janvier. Ils sont prêts. Pendant ce temps-là, Dr Arruda, j'ai des citations. Je ne m'attarderai pas. Vous les avez tous entendues comme moi. 29 janvier. On n'est pas obligé de faire comme ce qui se passe en Chine. C'est ça qu'on a comme information quotidienne. Même jour, Theresa Tam, médecin-chef de l'Agence publique du Canada, de santé publique du Canada. Le Canada n'est pas menacé. On est beaucoup, beaucoup moins exposé que dans les autres pays. 30 janvier, la peur, c'est une très mauvaise conseillère. Dr Arruda, au Québec. On est rendu le 5 février. Pas d'évidence de transmission, tout est correct au Québec. Donc, on a encore peu de données, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ce n'est pas comme la grippe. Premier cas le 27 février. Le 28 février, tous les voyageurs en Allemagne arrivant de Chine ou d'Italie doivent donner de l'information sur les gens qu'ils ont rencontrés. 2 mars, premier cas en CHSLD. 10 mars, en Allemagne, on réagit déjà. 11 mars, l'OMS qualifie l'épidémie de pandémie. 13 mars, déclaration d'urgence sanitaire. 20 mars, au Québec, accélération des transferts. Vous avez tous entendu ça récemment avec la commission d'enquête de Mme Jeanne. Le début des éclosions dans les CHSLD. 20 avril, les forces armées qui rentrent dans les CHSLD. Ça se solde dans le décès de plus de 5000 personnes en CHSLD, 13% des quelques 40 000 Québécois dans ces résidences. Je pense qu'on est obligé de revenir souvent avec ça parce que moi, ça m'a personnellement beaucoup touché et ça m'affecte encore. Et je crois qu'il faut tout faire pour que ces choses-là ne se reproduisent plus. En Allemagne, qu'est-ce qui se passe? On savait qu'il ne fallait pas envoyer des gens d'hôpitaux dans les CHSLD. On savait qu'il ne faut pas avoir de mobilité du personnel entre les différents établissements tant qu'on n'a pas le statut sanitaire en rapport avec la COVID. On a quand même 8000 morts. En Allemagne, il y a 10 fois plus de monde. Sommairement, 800 personnes environ âgées mortes en Allemagne à cause de la COVID, alors qu'on en avait plus de 5000 pour le Québec. C'est les références. J'ai placé les références nécessaires pour ça. Alors, si on revient un petit peu en arrière, on a une nouvelle maladie. Comment on décrit une nouvelle maladie? On a un cas. C'est quoi un cas exactement? Comment on définit ça? On a le RT-PCR, c'est beau, mais on teste les personnes symptomatiques, les personnes qui toussent, qui sont bien malades. On se demande combien quand on commence. On découvre en mars qu'il y a beaucoup d'asymptomatiques. Ça veut dire que le pourcentage de morts sur les gens infectés, les infectés, ça comprend les symptomatiques et les asymptomatiques, bien, ce pourcentage de morts-là, il diminue parce que notre dénominateur est maintenant plus gros. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais si on commence à réfléchir un peu, on se demande à ce moment-là, comment est-ce que tu vas savoir qu'ils sont infectés? Ça te prend du tamisage, du dépistage à grande échelle. Vous rappelez-vous du VIH? En 1983, ça a pris du temps de déterminer ce qui se passait avec cette maladie-là. Pourquoi?
parce qu'on avait beaucoup d'infectés qui n'avaient pas de symptômes. Mais pendant ce temps-là, ces gens-là, non symptomatiques, pouvaient répandre, transmettre le virus pendant des années. C'est d'ailleurs pour ça que cette classe de virus-là, on les appelait les lentivirus, tout simplement parce que ça évoluait lentement. Il y avait une phase, c'est l'extrême de la phase contagieuse asymptomatique. Le VIH, ça peut être des années et des années. Ici, dans le cas du coronavirus, COVID-19, on a un virus qui rend pas malade, mais pendant pas beaucoup de jours, mais pendant lesquels les patients sont très contagieux. Donc, si toutes les personnes sont malades, la maladie, curieusement, elle peut être contrôlée assez rapidement. Évidemment, dans le cas d'Ebola en Afrique, ça peut être un peu plus long, mais on va finir par en venir à bout parce que la plupart des gens infectés sont très malades. Même chose pour la SARS. C'est pour ça qu'on en est venu à bout. Un autre exemple extrême, la fièvre afteuse chez les animaux, c'est un autre virus ARN, un picornavirus, dans la même famille que le virus de la polio. Il y a un ART, lui, un taux reproducteur là, de 10 à 20. On parle de 3,5 à 4 avec la COVID-19. J'ai voulu montrer ça comme extrême. Ce virus-là, on ne l'a pas au Canada. Il arrive au Canada, il se transmet extrêmement vite à tous les bovins, hypothétiquement. Et ces bovins-là canadiens qui n'ont jamais été en contact avec le virus, ça bave énormément. En plus, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des trous, ils ont des vésicules dans la bouche qui se percent. C'est très douloureux. L'animal arrête de manger. Il y en a aussi des aftes, des vésicules au sabot. Il y en a aussi au crayon. On les détecte dans le cas idéalement rapidement. On les élimine. On en vient à bout. Donc, la fièvre afteuse, encore une fois, juste pour vous donner une autre évidence qu'en médecine vétérinaire, on connaît plus ces maladies-là, les maladies contagieuses. La fièvre afteuse, c'est l'exemple extrême. C'est la plus contagieuse de toutes les maladies, de toutes les espèces, y compris l'humain, tout ensemble. Un exemple de transmission par aérosol de la fièvre afteuse, un cas dans les années 80, en 1981, chez les porcs, un troupeau affecté. Le virus se transmet par aérosol à l'île de Jersey, de l'autre bord de la Manche, chez les vaches, puis après ça, sur une autre île. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y avait du vent du sud-ouest qui pousse les particules virales. Vous rendez-vous compte de la dilution énorme, incroyable des particules virales et comment ce virus-là est infectieux. Alors, on parlait de l'importance des aérosols avec la COVID, mais en médecine vétérinaire, les aérosols, là, on connaît ça. OK. Donc, plusieurs personnes qui seraient infectées, qui sont peu ou pas malades, bien là, c'est difficile à en venir à bout. Puis, on a un beau cas avec la COVID parce que ça prend des tests de diagnostic. Et ça, on est chanceux avec les méthodes de biologie moléculaire moderne parce qu'on fait des amorces, on fait du PCR ou du RT-PCR et on détecte le virus tout de suite. Dans le temps du VIH, ceux qui sont assez vieux pour s'en rappeler, ça a été une grosse bataille pour avoir les droits de la découverte entre Montagnier en France et Gallo. Pourquoi qu'il y a eu une grosse bataille légale entre le NIH et l'Institut Pasteur en France? Parce qu'on voulait être le premier à l'avoir découvert pour avoir les droits sur les kits de diagnostic. On faisait ça encore par ELISA pour trouver l'antigène. On n'était pas encore au PCR. Le PCR a commencé en 1983, la technique. Moi, j'en ai fait en 86. On avait des machines avec une lumière puis un petit ventilateur pour faire baisser la température du bloc. La lumière s'allumait, le ventilateur partait. C'est de même qu'on faisait alterner les températures. Donc, ça prend un test. On est chanceux, on l'a trouvé, le test. Sur qui on va faire ça? Ça a été, vous vous rappelez, la COVID, là, 1 an, ça a été le gros, on testait. Mais qui tu testes? Tu testes le monde malade? Tu testes tout le monde sur la rue? C'est important parce que là, tu veux mesurer la progression de ta maladie. Les tests, c'est ça dans le cas d'une maladie qui a beaucoup d'asymptomatiques.
c'est ça qui va dire quoi faire. C'est ça qui va te donner l'information en direct. Ce que M. Dubé, aussitôt qu'il a été nommé ministre de la Santé, a tenu à avoir, c'était la progression en temps réel de la maladie. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué. Pas beaucoup de monde a le concept de croissance exponentielle. Alors ici, je me suis dit, on va faire un petit cours de croissance exponentielle. Vous êtes tous en microbiologie, vous savez très bien c'est quoi. Mais monsieur, madame, tout le monde, le politicien, puis beaucoup de médecins, ils ne savent pas encore c'est quoi la croissance exponentielle. Un exemple, vous allez à la banque, ils disent, on va doubler votre argent à tous les 3 jours. En passant, comme au Micron, aujourd'hui, sur le site de Radio-Canada, il double en 3 jours. Complètement par hasard. Si ça double en 3 jours, vous investissez $1, en combien de jours que ça va devenir $1 million? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Là, on ne rouvrira pas tous les micros de tout le monde, mais ça aurait été le fun de le faire. Mais vous allez être peut-être surpris. C'est en 60 jours, vous allez devenir millionnaire. Ça vous donne ça une idée que si le nombre de cas il double en 3 jours, là, ça va être 60 jours qu'on va être rendu à des millions puis des millions de cas que tout le monde va être infecté en Ontario. Avec un cas. En Ontario, on a déjà plus qu'un cas. Ça va être beaucoup moins long que ça. Donc, 1 milliard en 80 jours, 30 jours de plus de 1 milliard. C'est ça, la croissance exponentielle. Puis d'après moi, c'est le manque de compréhension de ce que c'est qui fait qu'on a eu la politique du yo-yo de la part de notre gouvernement depuis 1 an et demi, puis que ce n'est pas fini, on est en plein dedans. Fait que le fameux taux de reproduction qu'on entend parler, là, en haut de 1, c'est de la croissance exponentielle. Ce qui implique aussi qu'en bas de 1, c'est la décroissance exponentielle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, si on va sur le site de l'Institut de santé publique du Québec, on lit ça comme définition. C'est un peu beige comme définition, parce que ça, là, ça explique, d'après moi, ça contribue à expliquer pourquoi il y a une incompréhension du public de ce que c'est exactement la croissance exponentielle. Ça explique là, la politique du yo-yo, parce qu'à toutes les fois qu'on se retrouve ici, là, une croissance un petit peu plate, là, ou qui commence à monter moins vite, là, nos gouvernements ils ont appelé ça « ça va bien, on va relaxer les restrictions ». Alors qu'en fait, là, on était en plein dans une situation qui va empirer très rapidement. Rappelez-vous du dollar qui va devenir 1 million en 60 jours si ça double aux 3 jours. C'est ici qu'il aurait fallu à chaque fois là, couper le cycle. Je sais que c'est facile à dire. Je sais que nos politiciens ont une pression extraordinaire sur le dos, mais si tout le monde comprenait ça, ça serait plus facile probablement à faire avaler à la population. C'est ça qui se passe ici, c'est qu'à tous ces stades-là qui sont mal interprétés comme étant ici une infection sous contrôle ou ici qu'on est en train de descendre juste parce que c'est plat, bien, si on comprenait ça, peut-être qu'on n'aurait pas eu tant la politique du yo-yo. Et moi, je suis persuadé que ça va bien aller. C'est une incompréhension de ce que c'est vraiment une croissance exponentielle. C'est juste des exemples ici. On a encore avec le variant Omicron, il y a 2 jours, on parlait encore d'assouplir. Puis maintenant, on voit notre premier ministre embarrassé dire qu'on surveille puis qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. 3e semaine de mars 2020, au Québec, on a 3 fois moins de tests faits de RT-PCR. On parlait des tests que c'est les yeux et les oreilles de la santé publique. Et aussi important que le nombre de tests, c'est les délais. On envoyait les résultats au fax au Québec. C'est sûr qu'à la lumière de ce que c'est la croissance exponentielle, tu ne peux pas te permettre ça, d'isoler les gens qui ont été en contact, d'attendre 7 jours. On vient de voir qu'est-ce qui se passe en 3 jours. Quand ça double, qu'est-ce qui va se passer pour que ça devienne 1 million? À la lumière de ce que c'est la croissance exponentielle, ces délais-là prennent une importance incroyable. OK. Donc,
au Québec, on manquait de masques, de matériel, comme vous savez tous. Surtout, transfert de patients dans les CHSLD, la mobilité du personnel d'un établissement à l'autre. En tant que vétérinaire, au mois de mars, ça me donnait mal au ventre d'entendre ça. Et ça a continué pendant 1 an. Et je crois que ça se passe encore. Un exemple. Est-ce que tout le monde voit bien le diapo? Je vais vous donner un exemple vétérinaire qui est vraiment surprenant. Diarrhée épidémique porcine. Ça a l'air d'un nom purement vétérinaire qui ne nous regarde pas du tout. Ben, c'est un coronavirus qui est arrivé au Québec après les États-Unis, quelque chose comme en 2015. Puis devinez quoi? Il venait des chauves-souris en Chine. C'est une affaire incroyable. On en est venu à bout au Québec, on le contrôle, aux États-Unis aussi. Comment? C'est qu'on exige du personnel qui se change à l'entrée des élevages, qui prennent leur douche, qui laissent leur cellulaire dans le casier, qu'on ait une organisation physique qui ne laisse pas de chance aux gens d'entrer le virus à l'intérieur. La douche en rentrant, la douche en sortant, les bijoux, les cellulaires qu'on laisse. Et moi, pendant ce temps-là, je me disais, les CHSLD, là, rien de ça. Vous allez me dire, la réponse que j'entends souvent, c'est que, ouais, mais les ports, c'est important. Réfléchissez à celle-là, OK? Réfléchissez à celle-là. Les ports, c'est important pour l'économie. Celle-là, je ne la comprends pas encore. Mais bon, on n'introduit pas les animaux malades, on ne mélange pas les animaux malades avec les animaux sains. Toutes des affaires qu'on jurait, hein, le gros bon sens. Ça m'avait amené à accepter une entrevue avec Dutrisac le 1er mai 2020 à Cube Radio. C'était encore sur Internet pour dire exactement ce que je suis en train de vous raconter. Ici, les précautions qu'il faut prendre pour entrer dans ces élevages-là, je l'ai répété, hein, parce que des fois, j'ai de la misère encore. En passant, c'est un collègue qui a accepté aussi d'aller parler à la TV sur la biosécurité. C'est un spécialiste de la biosécurité chez les porcs. Puis, je ne le nommerai pas ici. Vous référez au lien si ça vous intéresse à la semaine prochaine. Donc, beaucoup de points communs, la DEP, la diarrhée hémorragique porcine, parce que c'est la même affaire. On a un virus, il faut s'en débarrasser, il faut être scrupuleux. Pourquoi encore? Parce qu'un cas, ça déclenche la croissance exponentielle du virus. On ne peut pas être complaisant. On ne peut pas. Donc, ici, les mesures, c'est la même chose. On change de vêtements, on prend la douche en rentrant, ce qui aurait dû être fait, d'après moi, dans les CHSLD. OK, la même chose. Biosécurité, on passe un petit peu plus vite. Aux États-Unis, la même affaire, c'est de même qu'on en est venu à bout. Est-ce que ça devait être une surprise, le COVID? Est-ce que c'est l'excuse de nos autorités sanitaires? On s'est fait prendre partout dans le monde par surprise. Il n'y avait pas moyen de prévoir une chose comme ça. Moi, je dis depuis le début, c'est faux. En Allemagne, on voit qu'ils étaient préparés. Pays asiatiques étaient préparés à cause du SRAS en 2003. Si je vous lis ici un coronavirus qui commence dans un marché en Chine à partir d'une chauve-souris, vous dites, ah, ben c'est la COVID. C'est pour ça qu'on n'était pas prêt. C'est une affaire complètement imprévisible. Hein? Non, c'est en 2003, le SRAS. J'en ai parlé tantôt, j'en parle encore. Croyez-le ou non, en dehors de la Chine, en 2003, Toronto était la ville la plus affectée dans le monde, en dehors de la Chine. On a fermé les gros hôpitaux. C'est incroyable que le Canada n'ait pas été plus près que ça, surtout en considérant qu'en 2006, Theresa Tam, la même médecin en chef du Canada, la même qui est maintenant qu'on entend tous les 2-3 jours, qu'on voit dans le Globe and Mail, qu'on voit au réseau anglophone, c'est la même qui a préparé un rapport suite à SRAS en 2003. Tout y est dans ce rapport-là. Le manque d'équipement, le manque de masques,
le manque de tout ce que vous voudrez pour prévoir la santé publique, prévoir les menaces. C'est incroyable de voir, de lire ce rapport-là de 2006. C'est la même madame qui est en charge maintenant en 2006. L'Agence de santé publique du Canada, elle a été fondée en 2004. Devinez suite à quoi? Suite au SRAS en 2003. Ici, je passe vite parce que c'est un peu tout ce que je suis en train de raconter. En 2009, en plus, on a une épidémie de grippe porcine. On a 428 morts. Son rapport de 2006 est plus vrai que jamais, n'est-ce pas? Eh bien, malgré tout ça, on n'était pas prêt et on se fait dire par les autorités du gouvernement québécois, il n'y avait pas moyen de prévoir ça. Comme si le Canada et le Québec, c'était deux pays différents. Bon, ça, on pourrait en jaser à la période de questions. Maintenant, je rentre dans le titre que M. Lebeau vous avait donné un petit peu plus, mais vous allez voir le lien, devient rapidement évident. Ça, c'est tous des nouveaux agents infectieux hein, depuis 1981. 1981, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le VIH. En 86, un petit peu plus tard, on a les prions. Et puis là, après ça, c'est une cascade de virus ARN qui sont tous nommés ici. Et probablement, ceux qui devraient vous sauter aux yeux, c'est le SRAS de 2003, le MERS, qui est un coronavirus qui vient de chameaux. Et les chameaux ont attrapé ça à partir des chauves-souris. SRAS en 2003, l'humain a attrapé ça à partir des chauves-souris. Et le SRAS-CoV-2, une réplique de 2003, la même chose. Donc, ils sont tous viraux, sauf les prions en 1900, c'était quoi déjà? 86. Puis, en plus, c'est tous des virus ARN, sauf encore les prions. Prions un petit peu spéciaux, c'est la maladie de la vache folle. Peut-être qu'il y en a de vous qui se rappellent de ça. C'est important de s'en rappeler. Ici, il y en a plus sous une autre forme. Si ça vous intéresse de vous référer. Les maladies infectieuses comme cause de mortalité globale, très important. C'est la tarte ici qu'il y a en mauve. Donc, dans ces causes infectieuses-là, on a des virus ARN. On a beaucoup de virus ARN. On a plus que la moitié sur des virus ARN. Parmi ceux-là, SRAS, influenza, qui cause un certain nombre de morts. Ça, c'est par année, sauf le SRAS, depuis 1 an et 3/4. Lui, il en a causé 5 millions. Alors, quand on vous parle du SRAS qui cause le même nombre de morts que la grippe, que ce n'est pas plus grave que la grippe, bien ici, on voit que ce n'est pas vrai, tout simplement. Le VIH, encore près de 1 million, 3/4 de million par année de mortalité. Un autre virus ARN persistant. Virus ARN, toujours comme cause de maladie. Ici, vous notez que beaucoup de ces agents-là viennent des tropiques. Pourquoi les tropiques? Parce que dans les tropiques, on a beaucoup de biodiversité, y compris chez les chauves-souris. Chauve-souris encore, chauve-souris à la base de toutes ces maladies-là, ça en fait un gros paquet. Pourquoi les chauves-souris? Eh bien, il y a environ 5500 espèces de mammifères au total sur la Terre. Et de ces mammifères-là, il y a à peu près 1200 espèces de chauves-souris. Donc, les chauves-souris, grosso modo, 20% de tous les mammifères sur la Terre, eh bien, chaque espèce de mammifère ayant une certaine gamme de virus, ça explique la diversité de leurs virus et ça explique qu'ils ont en réserve encore d'autres virus pour nous qu'on ne connaît même pas encore. Donc, dans un marché chinois, la théorie est que les chauves-souris ont passé le virus aux animaux qui étaient dans des cages entassées par-dessus elles-mêmes ou en dessous. Les fientes de chauves-souris tombent sur ces animaux-là dans les marchés chinois. Ces animaux-là jouent le rôle d'amplificateur, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Les gens circulent entre les cages, les gens se sont infectés avec le SRAS-CoV-2, avec le SRAS. Ici, on a une maladie amusante, encore chez les porcs, le diarrhée aiguë swine syndrome.
un autre coronavirus chez les porcs, rapporté en 2018, qui viendrait aussi des chauves-souris, passé directement chez les porcs. Et d'autres virus ARN, à partir du cheval, c'est en Australie, le virus de Hendra. À partir des porcs, en Malaisie, le virus de Nipah. C'était deux familles de virus qu'on ne connaissait pas, originant encore des chauves-souris. Ça, c'était dans les années 90. C'est quelque chose qu'on ne se rappelle pas qui vient de la faune, il ne faut pas l'oublier, le VIH. VIH, ça vient des virus d'immunodéficience simiens qui ont été transférés à l'humain, probablement par la viande sauvage, la bushmeat, comme on dit en anglais, des gens, des Africains qui dépècent des singes dans leur cour avec une machette baignant dans le sang. Il y en a beaucoup et on pense que c'est ça qui s'est adapté à l'humain et qui a transmis la maladie chez l'humain. L'influenza, ça vient des oiseaux aquatiques, et tout ce beau monde de virus finit par se transmettre aux humains d'une façon plus ou moins indirecte. Ici, j'aime beaucoup joindre toute présentation sur les maladies émergentes. J'aime à y joindre des photos que mon frère m'avait envoyées. Il était en Chine, il a passé quelques années là-bas. Je lui avais demandé, envoie-moi des photos de la Chine montrant un marché. Alors, ici, il dit, OK, traverse la rue, s'en va au marché. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des canards entassés, attachés par des chaînes. Les Chinois aiment manger leur nourriture, ils aiment la voir vivante avant de la manger. On a des canards ici dans le marché, attachés par des chaînes qui se débattent. Les canards font leur fiente sur le plancher. Et c'est important de savoir que chez les oiseaux, l'influenza sort autant par l'anus que par le nez. Alors, le virus est dans les fientes, les gens se promènent, il y a beaucoup de gens. Il y a d'autres différentes espèces de canards rassemblés, des poulets ici qu'on voit en arrière. Les canards se débattent. Ici, c'était plutôt des poulets ou des canards, c'était des poulets. On coupe la tête du poulet. On vient de choisir le poulet qu'on va acheter et ramener à la maison. Alors, le marchand coupe la tête, il met ça dans une poubelle et la carcasse se débat encore même sans tête. Oups, la carcasse sort de la poubelle, le couvert s'ouvre et l'oiseau parcourt plusieurs mètres dans les airs, pas de tête, avec des plumes partout et des fientes qui se répandent partout, plein de sang et de fientes dans la poubelle. Alors, c'est des belles opportunités qu'un virus passe d'une espèce à l'autre. Ici, mon frère traverse la rue, s'en va au restaurant, petit resto sympathique. Ici, il y a un ventilateur qui envoie l'air dans le restaurant. Ici, cage de poulet vivant à l'entrée du restaurant. Il se déplace un petit peu. Ah, les poulets saluent la caméra. Qu'est-ce qu'on voit en arrière de la cage? On voit un ventilateur qui pousse les fientes et les plumes et les sécrétions des poulets à l'intérieur des gens qui sont au restaurant en train de manger. Alors ici, ce qu'on voit, c'est des opportunités qu'un virus franchisse la barrière d'espèces entre les oiseaux et les humains. C'est un événement qui se produit rarement. Mettons qu'il a une chance sur 1 million d'arriver, cet événement-là. Eh bien, si on lui fournit 3 millions d'opportunités, cet événement-là, il va arriver. Pourquoi ça? Parce qu'il y a des milliards d'humains qui fournissent maintenant cette opportunité-là. Et ça, c'est l'autre concept qu'il faut vraiment bien comprendre. OK. 50%, plus que 50% des nouvelles maladies, c'est des virus ARN. Pourquoi? Ça serait une autre présentation qui est dans ma conférence de 2007. Apparemment, la vie sur la Terre est née de molécules d'ARN qui sont très semblables conceptuellement au virus ARN. Ça se reproduit, ça fait longtemps qu'ils sont là, parce que la vie sur la Terre, ça fait quelque chose comme 4 milliards d'années que ça existe. Il y a plus d'un tour dans son sac, l'ARN, puis les virus ARN, j'aime les concevoir comme les ancêtres de la vie sur Terre qu'on a. Ils en connaissent beaucoup plus que nous sur l'adaptation. Et en plus, on a vu ces 3 virus-là importants, c'est des coronavirus. Beaucoup de coronavirus. Pourquoi les coronavirus? Parce que, imaginez-vous donc, qu'ils ont le plus gros génome de tous les virus ARN.
Ça leur permet de faire un paquet de combinaisons. Et c'est ce qu'ils font aussi, des recombinaisons. Ils s'échangent des gènes entre eux quand ils infectent la même cellule chez la même personne ou chez le même animal. La recombinaison, une façon de voir ça, brossage de cartes ou des pièces d'à peu près tous les modèles qu'on met tout ensemble et on obtient un virus avec de nouvelles propriétés. Ici, c'est la maison qui a des nouvelles propriétés esthétiques en ayant combiné ensemble des parties de différentes choses qui servent à la même chose. C'est quoi une recombinaison? On a une molécule d'ARN, on a un enzyme qui fait l'ARN. Cet enzyme-là, dans la même cellule du même animal infecté, va sauter dans deux virus différents sur deux molécules d'ARN différentes et ça va nous donner un brin d'ARN qui a maintenant des séquences de deux virus différents. Et c'est une manière qu'on génère des nouveaux virus avec des propriétés différentes. Juste pour vous donner des exemples, coronavirus félin de chat, très fréquent chez le chat domestique. Ce virus-là, on va voir un petit peu son histoire. Il est déjà bien spécial. Beaucoup de chats domestiques sont infectés avec la forme entérique qui infecte seulement les cellules intestinales. Et de temps en temps, ce virus-là fait une mutation dans le même chat infecté de façon persistante et a une mutation. Ce virus-là change de type de cellules. Il passe des cellules tapissant l'intestin aux macrophages et se répand partout dans le chat. Le chat meurt d'une péritonite infectieuse. On parle du même chat infecté rarement par un virus fréquent. Coronavirus bovin, les pathologistes vétérinaires à Saint-Hyacinthe, partout dans le monde, ils font leur beurre puis leur pain des coronavirus bovins. Ça donne la diarrhée aux veaux. On regarde la l'histologie, on voit nos coronavirus. Quand on a des anticorps, on peut marquer les cellules infectées. On voit que c'est au bout de l'épithélium, des villosités intestinales. On a des coronavirus porcins qui sont communs et on a d'autres qui sont moins communs depuis quelques années. Et ces deux-là viennent de la Chine, de chauves-souris en Chine. Une affaire incroyable parce que c'est arrivé récemment. Et au moins pour le PEDV, on en est venu à bout au Québec avec des mesures sanitaires strictes qu'on aurait dû employer dans les CHSLD. Coronavirus canin, d'habitude, ça fait presque rien aux chiens, ça peut y faire de l'atout. Chez les poulets, un autre coronavirus très connu, c'est connu depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis 100 ans. On fait des virus contre la bronchite infectée, des vaccins, je voulais dire, annuellement depuis 30 ans dans les élevages. C'est contrôlé par des vaccins. Récemment, puis moi, ça m'a bien intéressé, coronavirus de beluga qu'on retrouve. Alors, est-ce que ça vous donne une idée déjà des opportunités qu'on ait de développer des nouvelles maladies chez les humains? Moi, c'était en 92, j'étais au Biodôme, je tenais un beluga. Avoir su que les belugas avaient des coronavirus, j'aurais peut-être fait plus attention, mais je fais des farces. Ici, d'autres coronavirus chez les dauphins. Est-ce que maintenant, vous allez voir les Swim with the Dolphins, les endroits où on a ça, est-ce que vous allez voir ça d'un autre œil? Peut-être que oui. Évidemment, ce qui arrive, c'est que c'est des événements relativement rares comparé à ce qui se passe en Chine. Ça, c'est des élevages de porcs en Chine, 12 étages. Est-ce que ça offre des opportunités? C'est dans des forêts entourées quelquefois d'habitats de chauves-souris. Est-ce que ça vous dit quelque chose au point de vue probabilité? Est-ce que ça et ça peut mener plus facilement à des nouvelles maladies, à coronavirus ou d'autres virus comme influenza dans le cas des poules ou même des porcs, que de côtoyer des animaux domestiques? Est-ce que c'est la même sorte de contact? Est-ce que la fréquence est la même que des gens qui vont se baigner avec des dauphins et des belugas? Je vous laisse y penser. Donc, les recombinaisons des coronavirus, c'est des choses qui arrivent souvent.
On a des exemples ici de coronavirus qui ont changé de tropisme, d'espèce, de type de cellule. Canin ici qui est devenu du type 2 qui fait des maladies sévères. Le félin qui se recombine avec le canin et qui a donné un autre virus, coronavirus de chat. Et c'est probablement chez des chats infectés longtemps de façon persistante, hein? Un peu comme maintenant, on pense que les variants de la COVID sont chez des patients immunosupprimés qui ont été infectés pendant longtemps. Ici, un peu le même thème chez des coronavirus animaux. Ici, un coronavirus canin qui est à la source, fort probablement par mutation, d'un coronavirus porcin qui est très, très connu en médecine vétérinaire. À Saint-Hyacinthe, on en recevait à toutes les semaines des porcs avec des coronavirus porcins. Donc, c'est des choses qu'on faisait quotidiennement. Je dis faisais parce que je suis à la retraite. Coronavirus, il est au sommet des villosités intestinales chez le porc. Ici, on a eu des changements. Regardez bien celle-là, coronavirus canin chez les chiens, peu pathogène. Il a donné par mutation la gastro-entérite transmissible du porc et ça a redonné par recombinaison un coronavirus canin chez le chien, très pathogène cette fois-ci, qui se répand partout dans le corps du chien. Récemment, 2018, félin, un coronavirus félin avec un coronavirus canin, tenez-vous bien, qui a été retrouvé dans la pneumonie d'un enfant en Malaisie. Il y a d'autres cas américains qui ne sont pas tous publiés. On ne les rapporte pas. C'est pour ça que je trouve ça sidérant qu'on n'ait pas plus d'informations. D'après moi, ça devrait être enseigné au cégep d'un cours de biologie. La continuité entre l'évolution, l'origine de la vie sur Terre et les virus qui nous frappent quotidiennement. Il faut montrer un petit peu que tout ça, la science, ça fait un continuum. Ce n'est pas tous des éléments séparés. Ici, coronavirus canin, ça, c'est une analyse du virus qu'on a retrouvé chez l'enfant atteint de pneumonie en Malaisie. Notre fameuse protéine S, hein, tous nos vaccins, c'est à base de protéine S, ça montre l'identité, le pourcentage d'identité avec les virus de chiens de ce virus-là et les virus porcins. L'identité est moindre. Coronavirus qui ont changé de tropisme, qui ont changé de type de cellules qu'ils infectent, gastro-entérite transmissible, chez le porc, ça infecte les villosités intestinales. C'est devenu une forme respiratoire qui donne une protection. Là, le porc qui est atteint d'infection respiratoire va être protégé contre la forme digestive. Le tropisme change aussi dans le coronavirus bovin. Chez les veaux, selon l'âge, ça va dans le poumon. Selon chez les adultes, ça infecte les cellules épithéliales de l'intestin. On a vu un petit peu le coronavirus félin. Il peut donner une péritonite fatale après avoir eu une mutation. Je vais essayer d'y aller un peu plus rapidement. D'autres exemples de virus ARN qui ont changé d'espèce. Calicivirus marin qui infecte un poisson qu'on a retrouvé chez des porcs après un passage chez les otaries en Californie. Sea Lion, c'est otarie. C'est le premier virus à avoir traversé la barrière entre l'océan et la Terre. Ça a l'air de ça au microscope électronique. Et lui, il a des coupoles, des tasses à la surface. Le coronavirus, il y a une couronne. Bien, le calici, lui, il y a des formes d'enveloppe en forme de calice. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé calicivirus. C'est que l'histoire de ce virus-là, je la mentionne ici parce que c'est le même virus ou un virus très semblable. Un virus très semblable qui cause l'exanthème vésiculeux chez le porc. C'est une maladie qu'on ne veut pas avoir au Canada parce que ça condamne le commerce des porcs si on trouve ça dans un pays. Alors, ce qui s'est passé dans les années 30 aux États-Unis, c'est qu'il y a une maladie semblable à l'exanthème vésiculeux qui a frappé les porcs. Pourquoi? Parce que les éleveurs, c'était la dépression, la protéine animale était chère, les éleveurs de porcs donnaient des otaries
qu'ils abattaient, ils donnaient ça à leur porc à manger dans les années 30. Dans les années 30 et 40, on se retrouve avec une maladie vésiculeuse chez le porc. On abat les porcs. On pense que c'est soit l'exanthème vésiculeux, soit la fièvre afteuse. On découvre dans les années 50, 60, quand la microscopie électronique est inventée, on découvre que ça venait de la viande d'otarie qui avait un autre type de virus très semblable. Et c'est ça qui a coûté cher. Et en plus, on découvre que ce virus-là était présent chez les poissons. Mon expérience reste plus récente. Je reçois des biopsies d'une bouche d'orque polar d'un aquarium canadien avec la vétérinaire m'envoie des photos de l'intérieur de la bouche. On voit des ulcérations à l'intérieur de la bouche. Je me dis, coudonc, ça ressemble à des maladies qu'on retrouve chez les animaux domestiques, ça. On en voit un autre ici. On retrouve la même chose, le même type de lésion chez des chats. C'est dû à un calicivirus aussi, des stomatites ulcéreuses chez les chats. Très semblable à celle que je retrouve chez l'orque polar. Au même moment, un virologiste de Guelph auquel la vétérinaire avait envoyé les échantillons trouve des calicivirus dans la bouche d'orque polar. Alors, on voit là que c'est des affaires très de tous les jours et que c'est une autre opportunité d'un développement de nouvelles maladies. Donc, les nouveaux virus, les envahisseurs, ça va venir de où? Bien, je pense qu'on a vu déjà pas mal avec le porc. On a vu cette nouvelle maladie-là, le SAD, qui est datée de 2018, tout récente. On a découvert que cette maladie-là peut infecter, ce virus-là peut infecter des cellules humaines. D'où viendront-ils? D'autres exemples. Le sarcome du doré, c'est le rétrovirus causal de cette maladie-là que j'avais caractérisé, décrit à Cornell. J'avais montré la transmission d'un poisson à l'autre. J'avais pris des photos de microscopie électronique. C'est un nouveau rétrovirus. Le plus gros génome de tous les rétrovirus, classé dans une nouvelle famille qui n'existait pas avant, les epsilon rétrovirus. Pourquoi j'en parle ici? Parce que, imaginez-vous donc, en regardant la littérature plus récente, on a retrouvé dans le génome humain des séquences similaires à ce rétrovirus-là. Et les auteurs parlent même qu'il y a eu, pour expliquer la présence de ces séquences-là dans le génome humain, qu'il y a eu une infection de nos humains ancêtres dans notre génome. Et c'est ça qui a fait que c'est présent. Et ils disent même que dans l'article que ça pourrait être une occasion d'un nouveau virus qui rentrerait chez l'humain. C'est quelque chose que j'avais voulu mettre dans ma thèse de PhD à Cornell, puis mon directeur n'avait pas voulu. Il dit, ben non. Il dit, les gens vont penser que c'est dangereux, puis ils ne mangeront plus de doré. Alors, vous voyez que la réalité dépasse la fiction. Ici, un peu pour finir, ça achève. Une autre occasion, il y a une croyance populaire qui dit que les requins n'ont pas le cancer. Ce n'est pas vrai. Les requins, ils ont le cancer comme toutes les espèces. Mais dans les années 80, il y a une compagnie de Québec qui a joué beaucoup sur le concept, sans jamais le dire clairement. Ils ont mis sur pied un médicament à base de cartilage de requin pour traiter des cancers. C'était très sérieux. Il y a eu des essais cliniques avec le NIH. Moi, j'ai toujours pensé, mais tu as une belle occasion d'infecter des humains avec des virus. Hein? On vient de voir que le doré, il y a des rétrovirus. Le requin, personne ne connaît les rétrovirus ou les autres virus de requin. Alors, c'était très sérieux. La compagnie s'appelait Eterna. Le médicament s'appelait Neovastat. Glow and Mail, les années 2000, les essais cliniques commencent. Cartilage de requin dans le devoir pour soigner le cancer. Eterna qui fait une course pour traiter le cancer. Encore le Neovastat, ils vont commencer en 2004. Ici, on est presque rendu là. Et oups, un peu plus tard, le cartilage de requin, ça ne marche pas pour traiter le cancer en 2010. Alors, ça aurait été une belle porte d'entrée pour des nouveaux virus. Mes conclusions.
Hein, on peut-tu dire que c'est la proximité de l'humain avec la faune, l'humain qui envahit et qui détruit le monde naturel? Mais dans le monde naturel, il y a des virus. Est-ce qu'on va être capable d'arrêter ça? Probablement pas, d'après moi. Il va y en avoir d'autres. Il y en a déjà qui commencent. À l'heure où on se parle, il y a des nouveaux virus SIV qui se transmettent à l'humain, qui donnent naissance à des nouvelles souches de VIH en Afrique, qui ne sont pas du tout monitorées, surveillées. Par quoi on peut limiter les effets de ces épidémies-là qui vont avoir lieu, qui ont déjà lieu? Bien, c'est évidemment en se préparant. Hein, on a vu avec le rapport de du Dr Tam. Et je crois fermement qu'on doit développer l'expertise. Pas seulement avoir des épidémiologistes médicaux ou non, mais avoir des virologistes purs et durs qui savent comment interpréter une séquence, qui savent c'est quoi quand une séquence est mise sur Internet par la Chine avec 15 pneumonies transmises d'humain à humain en arrière. On doit faire le suivi de ces pays-là d'une façon stricte et rigoureuse et on doit avoir des contacts avec les experts internationaux. Dans ma tête, Allemagne en premier, parce que c'est une culture qui ressemble à la nôtre. Quand je parle d'expertise ici, c'est un exemple d'un chercheur en Australie, quand il y a eu les premiers cas de Hendra, si on voit la petite chauve-souris qui est prise ici. On ne demande pas au directeur de la santé publique d'être en scaphandre puis de tenir des chauves-souris, mais on demanderait une expertise de maladies dans des pays comme l'Afrique, par exemple, d'être allé voir ce qui se passe là-bas, d'avoir des rencontres régulières et suivies avec les experts internationaux. Je crois fermement que l'Agence de santé publique du Canada devrait avoir un rôle prépondérant, que tous les ministres de la Santé du Canada devraient se rencontrer régulièrement, d'être en contact direct et d'avoir, par l'entremise de l'Agence de santé publique, de l'expertise, le suivi des contacts internationaux. Le problème, un des problèmes, la santé publique, sa mission, c'est quoi? C'est qu'il ne se passe rien. C'est de prévenir les maladies. Quand un gouvernement arrive et qu'il voit qu'il ne se passe rien, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il va se passer ça ici. Un écran blanc, ils vont faire des coupures dans la santé publique. Alors que tout le monde ici devrait se rappeler que la devise, qu'on devrait se rappeler de la devise du Québec, je me souviens, 2003, de SRAS. Et merci beaucoup. Ça conclut ma présentation. Bravo, on peut applaudir. Oui. Merci, M. Martineau. Très intéressant comme contenu. J'adore votre dernier commentaire sur le financement du gouvernement quand il n'y a rien qui se passe, dans le fond. Quand la prévention fonctionne, ben, on n'a pas l'impression de vivre un risque significatif. C'est passé un petit peu la même chose avec les pharmaceutiques et la recherche en microbiologie. On l'a vécu au Québec ici. Merck a fermé, Boehringer Ingelheim a fermé et plusieurs autres compagnies ont suivi le pas parce que les maladies infectieuses, ben, ce n'est pas payant au même titre que les maladies chroniques. Dans la recherche sur les maladies infectieuses, on trouve des médicaments, on guérit le monde. Pour les maladies chroniques, c'est tout autre. Il y a beaucoup plus d'argent à faire. C'était très, très intéressant là-dessus. On prendrait peut-être des questions si les gens en ont. S'il y a des gens qui veulent intervenir, là, juste lever la main et on pourra donner des droits de parole. Je suis sûr que est-ce qu'il y a des questions dans le chat qu'on pourrait... Des compliments pour le conférencier. Beaucoup de compliments, oui. Ben, sinon, je vais y aller d'une question qui est assez large. Là. Je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse à ça, mais peut-être que ça allumera une discussion. Dans notre immobilisme collectif du début de la pandémie, puis moi-même, j'y croyais au début, là, avant qu'on apprenne vraiment qu'il y avait un transfert asymptomatique qui était possible, qu'on réussirait à endiguer le virus. Qu'est-ce qui est à blâmer là-dedans? J'ai l'impression que le fait qu'on a vécu avant le virus du Moyen-Orient puis le SRAS, qu'on a
quand même, au niveau mondial, réussi à endiguer assez facilement. Là. C'est arrivé du jour au lendemain, puis c'est parti du jour au lendemain aussi. Est-ce que ça fait en sorte qu'on n'a pas pris assez au sérieux cette catastrophe-là qui était annoncée, en fait? Puis là où je veux en venir, c'est qu'est-ce qu'il faut tirer de ça pour éviter que le même type de choses réarrive dans le futur. Je pense, je fais lien avec les bactéries multirésistantes là, pour lesquelles on ne vit pas actuellement des conséquences graves, mais qui est aussi une catastrophe annoncée. Puis il ne semble pas avoir vraiment d'action significative qui est prise contre ça. On ne semble pas vraiment prendre ce problème-là au sérieux. Puis j'ai l'impression que dans 10 ans, 20 ans, quand on n'aura plus d'antibiotiques contre Staph aureus ou contre Pseudomonas ou les entérocoques, ben, on va se demander pourquoi qu'on n'a pas allumé avant. Comment éviter ça en sachant ce qu'on sait aujourd'hui? Comme je vous dis, je ne sais pas s'il y a une réponse à ça, mais avez-vous une idée là-dessus? Je vais juste quelques mots parce que votre opinion à tous vaut bien la mienne. Là. Moi, ce que j'ai vu depuis 1 an et demi, c'est que manque d'informations par des experts objectifs. Je prends comme exemple Christian Drosten là, en Allemagne, là, podcast quotidien. Le gars, il finit son podcast, il rentre dans le laboratoire puis il va séquencer le virus. Là. Puis il avait déjà travaillé sur le Zika et sur le SRAS en 2003. Alors, ce n'est pas un fonctionnaire. Ce n'est pas quelqu'un qui brasse des papiers. C'est quelqu'un qui a isolé des virus semblables avant. C'est l'expertise, quoi. C'est l'expertise qui est dénuée de politique. C'est pas quelqu'un dans un bureau depuis 30 ans qui fait de la gestion. Ça, je pense que c'est bien important. C'est un des éléments, ce n'est pas le seul. L'Allemagne a eu ses problèmes. Hein? Les gens sont fatigués là-bas aussi. Il y a eu de la politique qui s'en est mêlée. Les ministres des Länders, l'équivalent des provinces, se sont dit ça va faire le confinement, c'est nous autres qui prenons ça en main. Ben, depuis ce temps-là, ça va mal. C'est un des éléments. Il y en a tellement dans ta longue question, Christian, là, que tu parlais des antibiotiques. Oui, c'est un problème depuis 30 ans, l'antibiorésistance des bactéries, parce que 70% des antibiotiques dans le monde, là, ça va dans la moulée des animaux. Ça, c'est un bel exemple de facteurs qui contribuent énormément à l'antibiorésistance. Bien, il y a des lobbies aux États-Unis et au Canada pour que les antibiotiques continuent à aller dans la moulée des animaux. Puis qui dit dans la moulée des animaux, ben ça va dans le fumier. Qui dit dans le fumier, ben dit dans l'environnement. Puis là, tu te retrouves avec des bactéries antibiorésistantes dans l'environnement partout. E. coli, tu en as des antibiorésistantes dans les champs de blé d'Inde au Québec. Pourquoi? Parce qu'en grande partie, on a un système où des politiciens sont élus à tous les 4 ans. Tout ce qui est long terme, ça vient de prendre le bord. Hein? On le voit même avec les hôpitaux. Les hôpitaux, l'entretien de nos infrastructures, les hôpitaux tombent en ruine. Pourquoi? Parce qu'électoralement, ce n'est pas payant pour un politicien de mettre de l'argent sur la réfection des hôpitaux. On va attendre qu'ils tiennent tout bout. C'est ça le raisonnement. Si on raisonne comme ça avec des hôpitaux, des écoles délabrées, comment veux-tu que le raisonnement soit autre quand on parle de virus? Il n'y a pas grand monde qui a une idée de ce que c'est. Hein? À 100 nanomètres, on ne le voit pas, le virus. L'hôpital, on l'a en pleine face et on ne fait rien. C'est très humain comme comportement. Il y a beaucoup de comportements humains là-dedans. C'est les quelques mots que j'avais à dire. Parfait, merci. On va prendre la question de Laurent. Oui, professeur Martineau, dans tous les exemples que vous avez donnés de virus ARN, est-ce qu'il y a eu des cas où les virus ont été atténués par le passage dans les animaux ou par le passage dans les réservoirs et les animaux, dans toute cette circulation-là? Est-ce que vous avez des exemples d'atténuation? Et en sous-question, est-ce que ça ne pourrait pas aussi arriver avec le virus de la COVID? Absolument, absolument. C'est un très bon point. Puis c'est peut-être ça qui est en train de se passer avec Omicron, le variant. Puis, ce que je vois apparaître de plus en plus, puis qui a l'air très sérieux, puis qui a beaucoup de bon sens,
c'est que les 4 coronavirus humains à la source du rhume, c'est fort possible que ça vienne des animaux. Et que déjà, on a eu devant nous autres là, les 4 coronavirus humains là, qui étaient très virulents, qui expliquent peut-être des épisodes d'influenza qu'on pensait être de l'influenza dans le passé, dans l'histoire humaine, qui en fait étaient des choses similaires à la COVID-19 et que c'est des virus qui sont devenus atténués. Et on a les fossiles maintenant, entre guillemets, les coronavirus qui causent le rhume. C'est possible, c'est très difficile à prouver, mais c'est une chose possible. Alors ça, je pense que c'est des très bons exemples. Merci. On a aussi une question de Yannick Ouellette qui demande pour les maladies très infectieuses chez le porc, quelle attention apportons à la ventilation? Très, très, très bonne question. Je n'ai pas eu le temps de tout aborder. Écoute, j'ai fait mon cours de vétérinaire de 72 à 76. Là, puis je me rappelle encore des notes. Là, partout, c'était marqué ventilation, ventilation, ventilation pour prévenir la transmission des agents infectieux dans les élevages de porcs. C'est des choses archi connues en médecine vétérinaire depuis 100 ans, la ventilation. Il y a des ingénieurs spécialisés en ventilation. Il n'y a pas un éleveur de porc au Québec qui n'a pas des ventilateurs gros comme des chars pour renouveler l'air. Même chose pour les poulets, même chose pour les vaches. Parce qu'ils savent ça, même les éleveurs, je ne devrais pas dire même les éleveurs aussi le savent parce que c'est leur gagne-pain qui en dépend, de l'importance vitale de la ventilation, du renouvellement de l'air dans les élevages animaux, de l'élevage industriel. Parfait, merci. J'aurais peut-être une dernière question. Est-ce que vous savez, on sait que ça se fait chez les chauves-souris, d'essayer de faire de l'échantillonnage puis de caractériser des virus qu'on ne connaît pas. Vous nous avez présenté plusieurs virus chez plusieurs espèces animales. Est-ce qu'il y a un effort de caractériser la diversité de virus qu'on peut retrouver chez différentes espèces, puis peut-être même plus dans les régions tropicales, là, plus que dans les animaux domestiques ou les animaux qu'on retrouve plus souvent ici, comme le porc, le bétail et tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment un effort d'essayer de trouver ces virus-là avant qu'ils causent problème? Ben, c'est sûrement qu'il y en a un bel exemple d'ailleurs, hein, c'est un des plus beaux exemples, c'est l'Institut de Wuhan, où a eu lieu la COVID. Ils étudiaient, l'Institut de virologie dans cette ville-là étudiait précisément ce que tu viens de dire, Christian, les virus chez les chauves-souris. Alors, ça n'était un laboratoire qui voulait savoir ce qu'il y avait chez les chauves-souris. Fait que là, je vois déjà toutes les questions que vous allez demander suite à ça. Il y en a d'autres. Il y a beaucoup, entre guillemets, beaucoup, c'est relatif, d'articles qui ont sorti après le SRAS de 2003 pour aller explorer toute la flore virale qu'on a chez les chauves-souris. Plusieurs autres questions. Pourquoi les chauves-souris ne sont pas malades avec ça? Beaucoup d'articles ont sorti au sujet de... Je trouve ça des fois un peu farfelu. On dit que c'est un mammifère qui vole. Alors, il ne peut pas consacrer autant d'énergie à son système immunitaire. C'est pour ça que le système immunitaire des chauves-souris a appris à tolérer les virus. Ça, je trouve ça un petit peu étiré, mais ça a paru dans des bonnes revues, là. Mais bon, je pense que c'est des choses très difficiles à prouver. Je pense que la cause, moi, qui me revient, qui a le plus de bon sens chez les chauves-souris, c'est qu'il y en a 1200 espèces. C'est le 5e de toutes les espèces de mammifères. Les humains envahissent leur habitat en amenant des milliers d'animaux domestiques. En Malaisie, par exemple, les chauves-souris rentrent dans les porcheries. Il n'y a pas de mur. Ils s'en vont s'établir sous le toit. Puis là, ils déposent les fientes sur les cochons. Les cochons mangent ça. Alors oui, pour répondre à ta question, il y a des efforts pour trouver les virus chez les chauves-souris. Oui, mais pas au Québec, pas que je sache. Parfait, merci. Il y a une autre question, ça ne sera pas long, je vais juste aller la chercher. Est-ce que vous m'entendez? Je pense pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui.
OK, parfait. Dans le fond, c'est une question de Mark Hamilton. Croyez-vous que la santé publique devrait exiger l'analyse des eaux usées pour suivre l'évolution et les tendances du SRAS et de ses variants dans les grandes municipalités et d'autres types de virus? Oui, absolument, absolument. Très bon point. Ça fait plusieurs mois, 1 an et demi, au tout début, même, ça a commencé. Hein. Je pense qu'Ottawa était la première à faire ça, échantillonner les égouts, puis faire du RT-PCR. Ça se fait à Montréal. Les gens qui font ça ne sont pas très sur la place publique. Je ne sais pas pourquoi. C'est très bon. Ils peuvent quantifier la quantité de COVID, de SRAS-CoV-2, plus exactement, par gramme de sel. C'est standardisé. Ils font un travail très, très bien. Et même, ils peuvent détecter l'apparition dans certains quartiers avant même qu'il y ait des cas de signaler, parce qu'apparemment, notre intestin en sécrète avant que nos poumons soient attaqués. Et on détecte les variants. Ça, j'étais plus sceptique. Mais non, on peut aussi détecter les variants. Encore là, je ne comprends pas que ça ne soit pas dans les médias plus. Peut-être qu'il y a un aspect à signaler que je ne devrais pas dire, mais entre nous autres, ça n'intéresse peut-être pas les journalistes. Parfait, merci. Donc, merci beaucoup, M. Martineau, pour votre temps, votre intérêt. Vous avez travaillé très, très fort sur cette présentation-là pour nous aujourd'hui. Je suis sûr que, comme moi, tout le monde a été très intéressé par le contenu que vous avez partagé, puis surtout sur la perspective unique, je pense, que nous offre la virologie infectieuse chez les animaux. C'est cette perspective-là nouvelle, en tout cas en partie pour moi, que ça nous apporte sur la situation qu'on vit actuellement. Donc, merci beaucoup et là-dessus, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Lebeau. Puis merci à tout le monde. Bonsoir. Bon Bonsoir. meeting. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonne soirée.